La communauté internationale célèbre le 8 mars de chaque année la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée rythmée par de nombreux événements est l'occasion d'agir en faveur de l'égalité, de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société, de souligner les stéréotypes, les représentations qui perdurent et de rappeler le chemin qu'il reste à parcourir. La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977, invitant ainsi chaque pays a célébré une journée pour les droits des femmes. Les manifestations organisées à travers le monde lors de cette journée permettent de célébrer les actes de courage et détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme est le thème retenu pour l'année 2024. Cette journée est l'occasion d'évoquer les acquis des femmes, leur participation à la vie politique et économique de leur pays. Contribuer à l'accroissement des investissements en faveur de la promotion des femmes. Tel est l'objectif du Forum national sur les investissements au profit de la femme et du genre initié par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Institut national de la femme pour célébrer la 29e édition de la Journée internationale des femmes. En ces circonstances, il me paraît utile, voire indispensable, de commencer par rendre hommage à Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui a coordonné l'ensemble de l'organisation. Il n'est guère superflu de préciser que l'action gouvernementale est à tous les égards favorable au leadership et à l'épanouissement des femmes. Je suis donc particulièrement heureux de vous voir répondre massivement à l'invitation du MASM et de l'INF à ce forum qui, durant 2 jours, va focaliser toutes nos attentions sur les investissements au profit de la femme et du genre. Investir dans les femmes en allant encore plus vite est devenu un impératif et cet investissement doit toucher plusieurs domaines. Des pas de géant ont été effectués au Bénin au plan législatif, institutionnel, d'allocation de ressources, de participation des femmes à la gouvernance. Mais les réalités nous interpellent et nous appellent à redoubler d'efforts. Dans un autre registre, à l'Institut national de la femme, nous recevons tous les jours des femmes abîmées par les violences domestiques, conjugales, en milieu de travail. Celles qui sont économiquement vulnérables ont d'abord besoin d'une autonomisation émotionnelle, psychologique, d'une sortie de l'emprise et de l'ignorance qui leur fait croire qu'elles n'ont pas le choix de refuser de subir la violence. Pour nous, il est clair que l'heure est à l'investissement dans le renforcement des compétences et de la résilience des femmes par la formation, le mentoring, le coaching, le soutien, la documentation numérique sur les questions de découverte de soi, de compétences personnelles et professionnelles. De façon spécifique, ce forum, qui est prévu pour durer 2 jours, vise à faire le bilan des investissements dans les interventions au profit des femmes au Bénin. Le Bénin a fait des progrès notables dans la promotion de l'égalité des sexes, mais beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, nous appelons à des actions concrètes pour éliminer les barrières à l'emploi des femmes, garantir l'accès équitable à l'éducation et à la formation professionnelle et encore plus promouvoir la participation des femmes dans les sphères de décision. Par exemple, au niveau institutionnel, le Bénin a amélioré en 2019 la prise en compte de l'égalité entre les sexes dans la Constitution en y introduisant spécifiquement un article qui réserve un quota de sièges des femmes au Parlement. Ce qui a permis, au terme des élections législatives de 2023, de janvier 2023, d'obtenir 28 femmes sur les 109 députés pour le compte de la 9e législature. Ce qui est une grande avancée par rapport au passé. Il faut souligner que le Forum national sur les investissements
au profit de la femme et du genre sera sanctionné à la fin par des recommandations. Paraphes et signature des procès-verbaux, échange de parapheurs et allocutions. Ce sont les temps forts de la cérémonie de passation de charge entre le professeur Dandy Yamou et Cécile Marie-Josée de Dravo Zinzinokwe, respectivement présidente entrante et sortante de la Haute Cour de justice. Je voudrais à présent vous exprimer ici solennellement toutes mes félicitations pour votre brillante élection à la tête de la Haute Cour de justice. L'unanimité faite autour de votre personne ne traduit que trop cette renommée qui fait de vous une femme méritante et pétrie d'expérience, capable de relever maints défis dans le plus grand calme, la plus grande sérénité, le tout n'excluant point la fermeté quand les circonstances l'exigent. Dans cette perspective, le véritable défi reste l'opérationnalisation juridictionnelle de la Haute Cour de justice. Et la condition essentielle pour y arriver réside dans l'amendement urgent des textes qui la régissent et qui autrement produiront le même effet de blocage ou de léthargie, quelle que soit la nature de la juridiction devant laquelle on devra les appliquer. La Haute Cour de justice est donc bien plus qu'une simple institution judiciaire. Elle incarne la quintessence de notre démocratie en étant investie du pouvoir de juger le président de la République et les membres du gouvernement en cas de manquement à leurs devoirs. C'est un choix qui lie la démocratie à la responsabilité, à la redevabilité. Il nous impose, en tant que juge, de maintenir cet équilibre délicat entre la préservation de l'intégrité institutionnelle, celle des plus hauts représentants de l'exécutif dans le respect le plus scrupuleux de leurs devoirs et celui des obligations de probité et d'exemplarité qui leur incombent. Pour que la Haute Cour produise des effets tangibles, la volonté des juges et celle du président de la juridiction ne suffisent pas. Il faut passer le cap d'une poursuite, d'une mise en accusation avant un procès devant la Cour de justice. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement une justice de caractère exceptionnel. Ceci n'est possible que si nous sommes accompagnés par l'Assemblée nationale. Lancer une poursuite ou mettre en accusation n'est pas forcément synonyme de condamnation, mais d'abord l'obligation, dans des circonstances particulières où il y a de graves soupçons qui pèsent sur un membre de l'exécutif actuel ou passé, de faire la lumière autour de certains faits, de laver une personne de tout soupçon ou de dire non à l'impunité. Le signal fort est nécessaire que la lutte contre l'impunité n'est pas seulement valable chez le commun des Béninois, chez les agents publics devant la criette, mais est une véritable préoccupation pour l'ensemble de la classe politique, est un impératif pour que l'impunité n'ait plus droit de citer au sein de la classe politique dirigeante, au sein de l'exécutif. Notons que la 7e mandature de la Haute Cour de justice a existé à l'international, non seulement à travers les visites de travail reçues et effectuées auprès des juridictions sœurs en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, mais aussi à travers la participation à divers colloques et activités scientifiques internationaux.
Loin de répondre aux polémiques actuelles liées à la libération du périmètre de Togben zone 4, José Tonato, ministre en charge du cadre de vie, accompagné de Wilfried Lian-Oubedi, porte-parole du gouvernement, était face à la presse dans les locaux du ministère du cadre de vie. Pour eux, il s'agit d'éclairer de façon générale l'opinion publique sur le processus du dédommagement des personnes affectées par les projets. Entre avril 2020 et novembre 2021, s'est développée une spéculation foncière autour de ce périmètre que l'État ne peut pas encourager. Dès lors qu'on a libéré le périmètre, à cause de la valeur ajoutée due aux investissements que nous faisons sur la route des pêches, les gens se sont lancés dans la spéculation foncière sur ces périmètres-là. Et je pense que c'est la plupart de ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui pris à leur propre piège et se plaignent. C'est eux qui d'autant plus que ceux qui se plaignent ont la possibilité, le droit de porter plainte, de déclencher une procédure contentieuse. Mais les gens ne se présentent pas à nous pour régaler leur dossier parce qu'il y a plein de dossiers de mutation qui n'ont pas été aboutis. Les gens ont acheté en sous-main, les gens n'ont pas fait les formalités jusqu'au bout et aujourd'hui se retrouvent dans une situation où, si la mutation n'est pas totalement consommée, ils ne peuvent pas boucler leur procédure d'indemnisation. Vous avez des gens qui parlent sur les réseaux, vous regardez le répertoire, leur nom n'y figure pas. Ils estiment être des personnes impactées par le projet. Donc c'est la spéculation foncière qui favorise cette pagaille-là qu'il nous faut arrêter. Malgré ça, le gouvernement est disposé à traiter chaque cas avec la plus grande équité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Malgré la polémique, nous sommes déterminés à aller au bout parce qu'il s'agit de l'intérêt général, parce que notre pays en a besoin, parce que, excusez-moi beaucoup, ces 60 dernières années, le rythme de construction que nous avons connu depuis 2016 est une réalité. Nous n'avons pas eu dans notre pays. Nous étions un gap en retard dans la sous-région et nous avons besoin que notre pays aussi soit construit pour attirer les touristes, étant donné que le tourisme est pratiquement l'épine dorsale de notre programme d'action du gouvernement. Donc, notre objectif, c'est de réaliser le projet, et pour que le projet soit réalisé, c'est l'indemnisation des personnes affectées par le projet qui est la première démarche à faire. Le Bénin est l'un des rares pays où les études d'impact environnemental et donc les plans d'action et de réinstallation des personnes affectées par le projet, ce principe est appliqué aujourd'hui au projet sur financement du budget national. Avant, c'était le financement Banque mondiale, AFD, Union européenne qui nous imposait d'indemniser, de dédommager les PAP. Tous les projets que nous avons faits, même quand il n'y a pas besoin d'indemniser, regardez les marchés urbains, nous avons reconstruit une installation provisoire pour que les gens ne perdent pas leur activité économique. Regardez la route des pêches, tous les restaurants ont été préservés, on leur a demandé de reculer de 30 mètres pour favoriser la construction de la route, puisque après ça, il y a un parcellaire qui va permettre de les réinstaller. Donc M. Aboba, à tout moment, peut se rapprocher de la CIMO, de l'ANDF, pour que son cas soit traité et conclu. L'intervention d'aujourd'hui, c'est pour dire simplement et rassurer l'opinion publique que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous l'avons fait dans le respect strict des tests qui gouvernent la matière dans notre pays. Le programme va continuer. Nous sommes ouverts à tous ceux qui, même ceux qui ont contesté la démarche injustement jusqu'à présent, nous sommes disposés à les recevoir, à regarder leur dossier et à les traiter de la façon la plus juste. Loin de répondre aux polémiques actuelles liées à la libération du périmètre de Togben zone 4, José Tonato, ministre en charge du cadre de vie, accompagné de Wilfried Lian-Oubedi, porte-parole du gouvernement, était face à la presse dans les locaux du ministère du cadre de vie. Pour eux, il s'agit d'éclairer de façon générale l'opinion publique sur le processus du dédommagement des personnes affectées par les projets.
La force armée réunissant les contingents nigériens, maliens et burkinabés et qui permettra aux 3 pays de lutter ensemble contre les menaces sécuritaires sur leur territoire sera opérationnelle dès que possible. Mercredi, à l'issue d'une réunion de l'Alliance des États du Sahel, AES, les chefs des armées des 3 pays ont mis en place les détails d'un déploiement prochain. Une force conjointe des pays de l'AES qui sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace. Cette décision est le dernier signe en date d'un alignement plus étroit entre les 3 pays voisins. Déchirés tous 3 par les insurrections, ils ont fait le choix de rompre leurs liens militaires avec des alliés de longue date, dont la France, et ont formé ce pacte de coopération connu sous le nom d'Alliance des États du Sahel. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos 3 pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée. Un objectif au centre des préoccupations de nos États et de nos vaillantes populations. En septembre 2023, le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté la force conjointe G5 Sahel. Un peu plus tôt cette année, les 3 pays ont annoncé leur retrait de la CEDEAO, qu'ils accusent d'avoir trahi les principes des pères fondateurs. Les Sénégalais se sont réveillés avec un air de grande satisfaction. Après des semaines d'impasse, le président Macky Sall a finalement décidé de siffler la fin de la crise sur la date. L'élection présidentielle aura lieu le 24 mars, une décision prise mercredi en Conseil des ministres au grand soulagement de ces Sénégalais. Bien sûr que oui, c'est des soulagements parce que vous voyez actuellement, il y a les crises partout et puis quand on n'organise pas une élection et qu'on gagne un nouveau président, est-ce que cela peut changer? C'est la question qui doit se poser. Donc vraiment, c'est pas une nouvelle, je veux dire quoi. C'est pas une nouvelle, ça, c'est juste fixer la date et puis les Sénégalais vont aller dans les urnes voter et choisir leur candidat. C'est simple. Comme ils ont choisi la date du 24 mars, je suis d'accord qu'on organise les élections et qu'on en finisse, que les gens retrouvent la paix, parce que les gens sont inquiets. Les Sénégalais veulent travailler et passer à autre chose que de faire de la politique en permanence. La décision du président Macky Sall fait suite au rejet par le Conseil constitutionnel des propositions de date pour lesquelles l'institution avait été saisie pour avis. Dans ces propositions issues du dialogue national, il était question du 2 juin avec une reprise partielle du processus électoral. Cet analyste regrette les atermoiements qui ont conduit à cette crise. Ce qui est regrettable dans tout cela, vraiment, on était sur le point d'organiser une élection. On a reporté cette élection, mais depuis lors, on a vu que le Sénégal fonctionne sur l'inédit. Tout est inédit. Les décisions qui sont prises sont toujours donc des cas de jurisprudence. Ensuite, ce qui a été inscrit dans la Constitution, qui a été fixé, qui était un rendez-vous connu et reconnu de tous, si maintenant on arrive à presque limiter ça à ce qu'on appelle au nécessaire, c'est compliqué. Compliqué, tout comme la campagne électorale qui s'annonce. Pour les opposants, comme Amadouba, mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye, le président Macky Sall aurait pu épargner les Sénégalais de cette crise. Pour autant, il se prépare pour la présidentielle le 24 mars prochain, à moins qu'une nouvelle décision ne vienne tout chambouler. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Les ministres de la Santé des 12 pays africains les plus touchés par la malaria sont en conclave à Yaoundé depuis ce 6 mars 2024. Alors que la maladie peine à être combattue malgré la batterie des mesures qui ont été mises en place et qui se sont avérées improductives, inefficaces et inadaptées pour le continent, pour la ministre malienne de la Santé et du Développement social, il est désormais question de faire front commun. On exhorte la société civile, le privé et toute la communauté à s'investir pour une plus forte mobilisation de fonds pour vraiment faire face à cette maladie. Avec les mécanismes de protection sociale aussi, comme le RAMED, les mutuelles de santé et l'AMO, on veut que toutes les populations maliennes bénéficient de cette prise en charge du paludisme. Parmi les nouvelles recommandations, il faut désormais agir ensemble pour combattre la maladie. Il faut communiquer, renforcer les volontés politiques et augmenter les ressources de lutte contre la maladie, améliorer les systèmes de santé nationaux, de recherche et d'innovation. Il est à noter que malgré la campagne de vaccination qui a été lancée il y a de cela quelques semaines, la maladie continue de faire plus de 600 000 morts chaque année sur le continent.
Pour Africa News Télévision, je suis Joël Honoré Kwam. En République démocratique du Congo, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge était à Goma mercredi au camp de déplacés internes de Lushangala. Robert Mardini a interpellé les belligérants du conflit en cours dans la zone. D'appeler toutes les parties au conflit et leurs alliés de respecter les règles de la guerre, le droit international humanitaire, les conventions de Genève. Ce n'est pas une option, c'est une obligation qui est contraignante pour toutes les parties au conflit. La guerre entre l'armée congolaise et le M23 fait de nombreuses victimes. L'hôpital local est débordé malgré le soutien du CICR, la prise en charge compliquée. La part des lits consacrés aux blessés par arme n'a cessé d'augmenter suite à l'augmentation du nombre des blessés. Donc nous sommes à 140 lits, mais en discutant avec nos équipes chirurgicales et le directeur de l'hôpital, il y a des dispositions qui sont prises maintenant pour même augmenter cette capacité. Des déplacés qui peinent à s'adapter à des conditions de plus en plus difficiles, ils continuent d'arriver en provenance de Saké, à 20 km de Goma. Nous sommes ici depuis le 15 février et nous n'avons rien encore reçu. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de toilettes. Que de la souffrance par ici. Le CICR est formel. La hausse brutale du nombre de civils blessés par armes lourdes dans l'est de la RDC menace d'aggraver la crise humanitaire. Le gouvernement haïtien a annoncé jeudi la prolongation du couvre-feu afin de mettre un terme aux violentes attaques de gangs qui ont paralysé la capitale Port-au-Prince. Les bandes criminelles qui contrôlent la majeure partie de la capitale ainsi que les routes menant au reste du territoire s'en prennent depuis plusieurs jours au site stratégique du pays en l'absence du Premier ministre contesté Ariel Henry. Un premier état d'urgence assorti d'un couvre-feu difficilement applicable avait déjà été déclaré dimanche après l'attaque de prison par des bandes armées qui s'étaient soldées par l'évasion de milliers de détenus. Bloqué hors de son pays pour l'instant, Ariel Henry semble se trouver dans une impasse alors qu'un nombre croissant d'officiels demandent sa démission ou l'incitent à le faire. Le pays actuellement sans président ni parlement n'a connu aucune élection depuis 2016 et Ariel Henry, nommé par le président Jovenel Moïse juste avant son assassinat en 2021, aurait dû quitter ses fonctions début février. La mère d'une fillette de 6 ans disparue en Afrique du Sud depuis près de 3 semaines a été arrêtée et inculpée jeudi d'enlèvement et de vente ou de trafic de sa fille. Un rebondissement choquant dans une affaire qui a attiré l'attention du pays et suscité une profonde colère dans la petite communauté côtière où vit la famille. Nous suivons les pistes de l'enquête. Si d'autres personnes doivent être arrêtées, si l'enquête nous y conduit, nous le ferons, car à ce stade, nous n'avons pas d'enfant. Notre objectif ultime est de retrouver l'enfant afin de pouvoir clore l'affaire. La fillette, Jocelyn Smith, n'a toujours pas été retrouvée et la police a renouvelé ses appels à l'aide, craignant qu'elle n'ait été emmenée dans une autre ville, voire à l'étranger. La découverte de vêtements abandonnés par un enfant près du domicile de Jocelyn le week-end dernier a ravivé l'émotion. Nous avons fait un pas de plus vers la recherche de Jocelyn ou de ce qui lui est réellement arrivé et cette journée est très importante. Nous avons pris note des 2 chefs d'accusation en termes de trafic d'êtres humains, mais aussi en termes d'enlèvement qui figuraient sur l'acte d'accusation. Et nous espérons sincèrement que l'enquête va maintenant se dérouler en fonction de ce qui s'est passé. Mais nous gardons toujours espoir en sachant que nous voulons finalement retrouver Jocelyn saine et sauve. Sa mère, Kelly Smith, a été inculpée d'enlèvement et de trafic d'êtres humains avec 3 autres personnes, 2 hommes et une femme. Les procureurs ont indiqué que les 4 suspects n'ont pas plaidé coupables. Une nouvelle audience est prévue la semaine prochaine. Ils resteront en détention pendant ce temps. Au Maroc, beaucoup de hammams habituellement très fréquentés voient leur clientèle réduire.
À l'image de ce bain public de Casablanca, les établissements sont affectés par le manque de précipitations et les températures plus chaudes qui ont réduit les plus grands réservoirs d'eau du pays. Les propriétaires de hammams proposent que les lieux ne soient pas fermés 3 jours par semaine, mais qu'ils soient fermés tous les matins et ouverts de 12h à 21h. Ceci afin d'assurer la continuité pour que la salle de chauffe soit optimale et maintenue au chaud. Nous suggérons également de mener des campagnes de sensibilisation auprès des citoyens. Les hammams ont été fermés dans des villes comme Casablanca, Tanger et Beni Mellal au moins 3 jours par semaine après que le ministre de l'Intérieur marocain a demandé aux autorités locales d'adopter des mesures d'économie d'eau au début de l'année. Les propriétaires de hammams luttent pour rester à flot. Pour nous, travailleuses du hammam, nous ne gagnons plus autant qu'avant. Les clients ne viennent pas très souvent. Même s'il y a du monde le jeudi, le vendredi, samedi et le dimanche, les clients évitent de venir parce qu'ils ont peur que le hammam soit plein de monde. La raison de ces fermetures, le changement climatique et une sécheresse qui dure depuis 6 ans. Le Royaume du Maroc, comme le reste des pays de la région, connaît un stress hydrique extrême que le Royaume n'a pas connu depuis 30 ans, car les taux de remplissage des barrages ont diminué. Aujourd'hui, le taux de remplissage du barrage Al-Masira, qui est considéré comme l'un des plus grands barrages couvrant les régions du centre et du sud, n'a atteint que 5%, et les taux de remplissage des autres barrages varient entre 25 et 30%, tandis que les eaux souterraines ont connu une baisse significative. Les fermetures affectent les quelques 200 000 personnes employées directement ou indirectement dans le secteur des hammams, qui représente environ 2% de la consommation totale d'eau du pays.